Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Contente de te retrouver, très contente. Bonjour à toi qui m'écoute là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités experts, chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout, on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son et nous regarder en direct, vous pouvez télécharger l'application Arabelle. Vous pouvez aussi participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions provisoirement via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Sujet très important. Les 5 blessures de l'enfance ou les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. C'est la deuxième partie. On va découvrir avec Madame Bouchra Serrour, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. Les blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Comprendre notre comportement et le comportement des autres causés par ces blessures et même l'influence de ces blessures sur notre morphologie. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Bouchra Serrour, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On parle des 5 blessures de l'enfance ou les 5 blessures de l'âme. Un sujet qu'on avait déjà commencé la semaine passée, mais on n'a pas eu le temps de le terminer. Bonjour Bouchra. Bonjour Manel. Comment tu vas? Très bien. Et vous? Très bien. Je suis contente de te retrouver et de retrouver les auditeurs d'Arabelle. Moi aussi, je suis très contente. Alors Bouchra, toujours à Tanger? Toujours à Tanger, tout va bien. Alhamdoulilah. Il y a toujours du soleil. Même s'il fait frais, il y a du soleil. Et la vie reprend son cours. Le climat est toujours agréable à Tanger, que ce soit en hiver ou l'été. C'est une très belle ville. Dans le sud, il fait plus chaud. Effectivement. Mais voilà. C'est ma ville préférée, Tanger. Je l'adore. Bouchra, est-ce que les choses sont revenues à la normale à Tanger? Quasi. Les gens ont appris un peu à vivre avec le masque. Les activités reprennent, les voyages touristiques dans le Maroc également. Voilà, la vie a repris son cours. Franchement, c'est un peu c'est différent de l'Europe, je pense. Et je vois aussi que vous avez repris aussi vos activités ou vous avez commencé un nouveau projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Par rapport au centre de thérapie? Oui. Ok, donc en fait, on est plusieurs Belges, donc MRE, donc Marocains résidant à l'étranger qui sont rentrés en Belgique, au Maroc. Et on a créé le centre belge de thérapie holistique. Donc c'est le premier centre de thérapie comme ça au Maroc en fait, où il y a une prise en charge holistique et naturelle. Donc que ce soit par ma thérapie qui est une thérapie évidemment naturelle, ou alors par mes collègues qui font tout ce qui est naturopathie, auriculothérapie, phytothérapie, enfin tout ce qui est la prise en charge par la nature en fait. Tout ce qui est psychologique aussi, je suppose. Psychologique et somatique et physique, donc les deux en fait. Et donc actuellement, vous êtes uniquement à Tanger? On est pour le moment uniquement à Tanger, mais on fait, en tout cas moi je fais des consultations à distance, donc j'ai un peu des patients ou des clients un peu partout dans le monde, jusqu'au Canada et aux États-Unis, où je peux faire le suivi à distance. C'est l'avantage de la technologie. Exactement. Je vous souhaite, Bouchra, beaucoup de succès et je vous encourage. Je vous encourage vraiment parce que vous faites ce projet-là, vous le créez alors qu'on est en pleine crise. C'est juste la preuve que quand on veut, on peut. Bravo, Bouchra. Exactement, Manel. Merci beaucoup. Je vous tire mon chapeau. Bouchra, aujourd'hui, on va parler, avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler des 5 blessures de l'enfance ou les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Un sujet qu'on va terminer parce qu'on l'a déjà abordé la dernière fois, la semaine passée. Bouchra, est-ce qu'on peut expliquer brièvement, avec des mots simples, à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre ce que c'est les 5 blessures de l'enfance? Comme ça, ils arrivent à comprendre le sujet aussi.
D'accord, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps, mais c'est Madame Lise Bourbeau qui l'a mis en lumière. À savoir que toute personne a des blessures. Quand on parle de blessures, ce sont des événements ou des choses qui se sont passées de manière inconsciente dans l'enfance, et chacune a plus ou moins un âge où le fait est apparu. Donc on a 5 blessures et on a tous 4 blessures sur les 5. Tout le monde a 4 blessures sur les 5. Quand on parle de blessures, je l'avais dit la dernière fois, c'est pas un mot que j'aime bien parce que ça a une connotation négative. Oui. Or, les blessures de l'âme, elles ont le côté positif et le côté négatif. Très important. Exactement. Et quand elles sont en déséquilibre, c'est là où il y a des problèmes. Quels sont ces problèmes? Par exemple, attirer toujours le même style de personnes, toujours se retrouver dans des situations où on n'est pas bien. D'accord, Bouchra, permettez-moi, je vais vous laisser terminer, mais j'ai une petite question parce que c'est pertinent ce que vous avez dit. Vous avez dit, c'est à partir du moment où il y a des équilibres qu'il peut y avoir des problèmes. Ma question est, est-ce qu'il y a toujours un déséquilibre chez tout le monde ou... Non. Non, d'accord. Donc le fait de dire il y a une prédominance de 2 je crois que vous l'avez compris, sur mes stories Instagram, à chaque fois qu'il y a un S et H dans une même phrase, j'ai des problèmes. Donc voilà, est-ce que vous avez compris ma question? C'est pour dire, est-ce que... Non, mais franchement, je dois travailler sur ce truc-là. Là où il y a S et H, je suis bloquée. Donc, c'est pour dire, est-ce que les 2 blessures prédominent toujours chez nous ou c'est juste quand il y a des équilibres? En fait, il y a 2 blessures dominantes. C'est-à-dire qu'il y a 2... En fait, si j'explique différemment, il y a 2 blessures qui vont nous faire réagir. D'accord. Mais de manière automatique. On passe en pilotage automatique. Et la réaction va être plus ou moins forte en fonction de ce déséquilibre entre le positif et le négatif. Donc, quand le négatif prend le dessus, la réaction va être plus forte. Je vais donner un exemple tout à l'heure, oui. mais vraiment la réaction va être forte et c'est dans la réaction que la personne est dans sa blessure. Pour vous donner une image, si vous vous blessez au niveau de la main, vous avez une blessure, tant que vous la touchez pas, elle ne vous fait pas mal. Mais une fois que vous la touchez, elle vous fait un peu mal. Et si quelqu'un vient et appuie dessus, vous avez vraiment mal. C'est exactement ça, une blessure émotionnelle, une blessure de l'âme. C'est qu'elle est là, mais qu'elle ne dérange pas. Mais à un moment donné où de la vie, elle peut avoir un déséquilibre parce qu'on vit des choses. Tout le monde vit des choses. Et donc, on a tous nos blessures. Et c'est quoi le développement personnel? C'est justement de travailler sur l'équilibre de ces blessures. C'est le travail que j'ai fait, c'est le travail que toi aussi tu as fait, Manel, et que tout le monde, que beaucoup de personnes doivent faire. Et doivent faire. Donc moi, toutes mes thérapies, que ce soit le burn-out, la dépression, l'angoisse, la phobie. Vous avez une personne qui a une phobie de l'ascenseur, phobie des chats. Tout renvoie aux blessures, aux 5 blessures de l'âme. C'est vraiment la base même pour moi en tout cas, du travail d'accompagnement que je fais. Très important. Je vais rappeler ce que j'avais dit la dernière fois. J'ai aussi appris beaucoup sur moi et sur les autres. Quand j'ai commencé à lire sur les blessures de l'enfance, Bouchra, j'ai surtout appris à ne jamais dire, à me poser la question, à la place de telle personne, je n'aurais pas réagi pareil. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a une réaction disproportionnée? Pourquoi moi-même, des fois, on n'arrive pas à comprendre mes réactions? Pourquoi quand je dis ça me blesse, ils comprennent pas? Pourquoi l'autre, quand il me dit ça me blesse, je ne comprends pas? Et donc, on a souvent des mots qui reviennent. Je suis trahi, je suis rejetée, je me sens abandonnée. Voilà. Qu'on comprend pas, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a? C'est pas normal, la façon dont il réagit. Donc, c'est ce qu'on va aussi essayer de comprendre. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram, Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, A-S-T-A-F-E-E-D. La dernière question que j'avais reçue la dernière fois, Bouchra, c'était la différence entre la blessure du rejet et l'abandon. On va le rappeler pour passer à autre chose, si vous voulez bien. D'accord. La blessure de l'abandon, c'est un enfant qui s'est senti abandonné par un parent, généralement le parent du sexe opposé. Sentir abandonné, ça peut être la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et on a moins de temps pour l'enfant. La blessure de l'abandon, c'est quelqu'un qui a horreur d'être seul,
qui a la phobie d'être seul, qui a toujours besoin d'amour, d'être entouré, d'être reconnu. La blessure du rejet provient généralement d'un enfant non désiré, de manière consciente ou inconsciente. C'est pas le moment. L'enfant est arrivé par surprise, quand on dit il est arrivé par accident. C'est un enfant qui ne trouve pas sa place dans le monde et qui se dit, ou un adulte qui se dit, je comprends pas ce que je fais ici. Et c'est au contraire quelqu'un qui va rester seul, qui va se rejeter lui-même de la société et des contacts sociaux. Donc c'est très différent. La blessure de l'abandon, c'est quelqu'un qui va attirer des pervers narcissiques, des manipulateurs, des profiteurs, puisque c'est quelqu'un qui va faire don de soi. Il a tellement d'amour à donner, tellement de choses à donner qu'il va faire don de soi pour éviter d'être seul. Tandis que quelqu'un qui a la blessure du rejet, c'est quelqu'un qui ne voit pas pourquoi il vit. Et donc, c'est quelqu'un qui, dans l'extrême, je dis bien dans l'extrême de son déséquilibre, va penser au suicide, ne comprend pas sa place dans le monde. D'accord. Et donc, Bouchra, la dernière fois aussi, vous nous avez parlé de masque. Le masque, quand on crée, ou alors je peux dire qu'on crée? Oui. Qu'on crée pour nous protéger. Et donc, vous avez dit que pour le rejet, le masque, c'était quelqu'un de fouillant, c'est ça? Voilà, exactement. C'est quelqu'un qui fouille. Il a le corps fouillant, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très mince, très filiforme, donc très très mince, parfois très long. C'est quelqu'un où, en fait, la phrase du rejet, c'est au moins on me voit, au mieux je me porte. La blessure de l'abandon, ça va être il faut qu'on me voie, il faut qu'on me montre que j'existe. Et donc son corps va être différent que la blessure du rejet. Donc le fouillant, le rejet, il va fuir les situations, il va fuir la vie, tandis que l'abandon, c'est son masque, c'est plutôt le dépendant. Il va être dépendant des autres, c'est les dépendants affectifs. C'est ceux qui se mettent dans tous leurs états quand ils ont une déception amoureuse. Donc c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. C'est non, je peux pas vivre sans lui. Vous entendez cette phrase, je peux pas vivre sans lui. Or, tu respires et tu manges sans personne. Donc, théoriquement, tu peux vivre sans personne. Effectivement. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est en amour ou les relations amoureuses ou en couple où on voit vraiment toutes ces manifestations des blessures. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Bouchra. Exactement, Manel, tu as tout à fait raison, et surtout celle de l'abandon. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui souffrent de la blessure d'abandon, et surtout les femmes qui se retrouvent avec des messieurs qui activent. C'est vraiment ça les blessures. Tout à l'heure, Manel, tu as parlé de masque. Juste pour rappeler aux auditeurs, c'est quoi le masque? Quand tu dis on crée un masque. En fait, c'est comme quand on est dans un bal masqué et on n'a pas envie de se faire voir, donc on sort le masque. C'est-à-dire que quand on vient nous titiller sur la blessure, quand on vient appuyer sur là où ça fait mal, au lieu de dire j'ai mal, attention, c'est ma blessure, la personne va utiliser un masque. Ça veut dire elle va mettre un pansement sur la blessure pour ne pas montrer. Et donc quand elle met le masque, le comportement qui va cacher sa blessure en fait. Et le masque, c'est vraiment un comportement adapté à chaque blessure. Chaque blessure a son masque. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A. F-E-E-D. Bouchra, j'ai reçu une question, je ne sais pas si on a parlé de ça ou pas, et il parle des traits physiques de celui qui a la blessure d'abandon. Donc la blessure d'abandon, c'est quelqu'un qui va être un peu rond aussi. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre du poids, pas autant qu'une autre blessure. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment être le contraire du rejet en fait. Il va être assez bien portant. C'est quelqu'un qui aime manger. C'est quelqu'un qui va compenser parfois son manque affectif par la nourriture. Donc contrairement au rejet où la nourriture, c'est quelqu'un. Alors les personnes qui sont, c'est bien qu'il en parle. Les personnes qui sont anorexiques, généralement ont la blessure du rejet. C'est aussi, on l'avait dit aussi la dernière fois, ce sont des personnes qui auront tendance, et pas toujours, à se réfugier dans tout ce qui est addiction. Oui. C'est ça. Mais l'addiction, elle peut être aussi,
c'est une forme de fuite, hein. Donc on va fuir dans l'addiction parce que l'émotion est tellement forte que on va la cacher par des produits chimiques parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour cacher en fait cette douleur, hein, parce que c'est une douleur. Le rejet, la blessure du rejet, je l'avais dit Manel la dernière fois, c'est la blessure la plus difficile. C'est la blessure la plus dure. Et souvent, moi, j'ai des personnes qui ont la blessure du rejet qui ne savent même pas qu'elles n'ont pas été désirées. Et donc, elles font le travail de recherche. Et j'ai ici au Maroc beaucoup de cas où la maman a fait des tentatives d'avortement de manière naturelle, avec des plantes, avec n'importe quoi, avec tous les conseils, on va dire, locaux, oui. pour pouvoir perdre dangereux même, dangereux, très dangereux. Très, très dangereux, bien sûr, parce que justement, le père est violent, parce que c'est un enfant hors mariage, parce que X, Y, Z. Et donc, c'est tabou. En plus, le fait que ce soit tabou, on n'en parle pas. Mais ça se reflète, en fait, à l'âge adulte, chez la personne ou même à l'adolescence. Au niveau de l'anorexie, du comportement fuyant, la personne reste que dans sa chambre. Quand on parlait d'addiction tout à l'heure, on parle aussi des jeux vidéo. Le fait de se réfugier dans les jeux vidéo. C'est aussi une addiction. Hein. D'accord. C'est un effet au niveau des neurones. Bouchra, on va devoir prendre une petite pause, si vous permettez. J'aurais une question par rapport à une chaîne YouTube que j'ai trouvée qui parle de la thérapie par le rejet. Je vais vous expliquer. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Je tiens à m'excuser pour ce petit problème. Bouchra, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez bien? Je t'entends très bien, Manel. Voilà, Bouchra. On se retrouve pour parler des 5 blessures de l'enfance. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Juste avant la pause, Bouchra, on parlait de la blessure du rejet et je vous ai dit que je vous explique ce que j'ai vu sur YouTube. C'est un YouTuber qui fait une thérapie par le rejet. Donc c'est un homme qui s'est rendu compte qu'il avait un problème avec le rejet. Il a travaillé dans tout ce qui est professionnellement, il devait accoster des gens, d'accord? Mm-hmm. Et donc il avait du mal avec le rejet. À chaque fois qu'on lui disait non, j'ai pas le temps, je ne peux pas, ou on refuse sa demande, il se sentait blessé. Et donc, il a décidé de prendre sa caméra et d'aller dans la rue et commencer à aborder des inconnus, leur demander des choses improbables juste pour ramasser un maximum de rejets. Et il s'est rendu compte que plus il les rejetait, plus il l'accepte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que cette personne-là est déjà dans 50% de positive attitude, donc il n'est pas dans le rejet, on va dire pathologique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme comment dire, les activités un peu qui font peur. Au plus on les fait, au moins on aura peur. Donc je pense que c'est bien. C'est ce que on disait la dernière fois, que dans le déséquilibre, il y a des niveaux. Donc là, il a dépassé la peur du rejet. C'est quelque chose, c'est un exercice qui est très bien. Donc là, on est on va dire dans la blessure du rejet, mais à un niveau cool, quoi, un niveau pas trop pathologique. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a vraiment la blessure du rejet, qui est anorexique, qui n'a pas envie de vivre, je t'avais dit la dernière fois, j'avais eu un jeune comme ça. Il a envie de rien en fait. Tout ce qu'il a envie, c'est de s'enterrer dans un petit trou et d'y rester. Donc là, il y a différents niveaux. Excusez-moi, Bouchra, est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui a cette blessure de faire ce genre de choses, aller dans la rue et essayer d'aborder des gens? Ah oui, il va augmenter sa confiance en soi, mais de dingue en fait. Tout à fait, hein. Tout à fait. C'est comme je t'avais dit une fois, moi je fais de la boxe. Et les premières leçons de boxe, c'était pas d'apprendre à boxer, c'était d'apprendre à encaisser les coups. Et c'est comme ça qu'on se rend compte en fait que on a une capacité d'encaissement qui est très grande. C'est la même chose quand vous avez peur de parler en public. Parlez en public, allez chanter, faites du théâtre. Et en fait, là, vous allez dépasser vos limites. Et une fois que vous allez dépasser vos limites, vous n'aurez plus peur de cette chose-là. Et là, on est dans le développement personnel. Et il a dit quelque chose que je trouve hyper intéressant. Ce YouTuber, il a dit, j'ai appris
que quand on me dit non, on me dit pas non à moi, mais à ma demande. C'est différent. Ah oui, mais là, ouais, exactement. C'est quand on ne prend plus les choses personnellement, on a une toute autre réaction. C'est comme quelqu'un qui est dans sa blessure, on y arrivera tout à l'heure, je pense qu'on en parlera, oui. Qui est dans une forme de blessure, dans une réaction. C'est pas lui qui crie sur moi, mais c'est sa blessure qui s'active. Et du coup, la compréhension, elle est différente. C'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, comprendre les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, c'est comprendre les relations aux autres, c'est comprendre les réactions de ses enfants, de son mari, de sa femme, de ses parents, de ses collègues, de son patron. Et c'est génial, c'est simplement, en tout cas moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup les gens et du coup de ne plus m'énerver ou de ne plus réagir au comportement des gens. Très intéressant. Alors, Bouchra, j'ai tardé à prendre cette question parce que j'attendais le bon moment. C'est quelqu'un, je ne citerai pas le nom, c'est quelqu'un qui parle de prise de poids incontrôlée. Donc, il n'arrive pas à contrôler son poids. Il se réfugie dans la nourriture. La nourriture. Et donc, est-ce qu'on peut parler de la blessure d'humiliation? Ouais. Je vous écoute. Ouais, tout à fait. Quelqu'un qui prend du poids de manière incontrôlée, c'est la blessure de l'humiliation. Tout à l'heure, quand tu m'avais demandé pour la blessure de l'abandon, c'est quelqu'un qui est assez rond aussi, qui est assez bien, mais c'est quelqu'un qui manque de tonicité. Donc, l'abandon, oui. On va remarquer les bras ballants, marcher comme ça un peu. C'est quelqu'un qui a la blessure de l'abandon. Tandis que l'humiliation est vraiment caractérisée par la morphologie ronde. C'est quelqu'un qui a des problèmes d'obésité dans la manifestation maximale de sa blessure. Donc tout à fait, Manel, c'est vraiment la blessure de l'humiliation qui est la seule blessure que nous n'avons pas tous. Donc on avait dit la dernière fois, donc pour ceux qui la première émission, elle est sur ta chaîne YouTube, Manel. On avait dit que on avait tous 4 blessures. Sur les 5, dont 2 dominantes, il y a uniquement celle de l'humiliation que nous n'avons pas tous. Effectivement. C'est la seule que nous n'avons pas tous. Et donc, c'est une blessure qui est latente, c'est une blessure qui va se réveiller à un moment donné de sa vie. Donc, elle va pas apparaître, et puis à un moment, boum, elle va apparaître avec toute sa force. Et je sais pas si on peut déjà expliquer un peu les caractéristiques de la blessure. Oui, vous pouvez par exemple nous expliquer, Bouchra, comment un papa ou une maman peut réveiller, on va dire, cette blessure chez son enfant. De quelle façon, quelle attitude, quel comportement? Mais en fait, c'est pas vraiment le papa et la maman qui va la réveiller. Donc la blessure, elle va être dans les environs de 3 ans, 2-3 ans. Le moment où justement, c'est le moment où on a un contact avec la propreté, donc l'apprentissage de la propreté. Et en fait, dans les messages par rapport à la propreté, quand la maman ou le père, parce que c'est la seule blessure qui peut être déclenchée par les 2 parents, quand l'enfant est petit et qu'il y a dans les messages un message d'humiliation dans le sens où je vais l'humilier pour qu'il ne le fasse plus, à ce moment-là, il va avoir honte, l'enfant va avoir honte, la blessure va se marquer et puis elle va se cacher. Elle va se cacher et puis elle va apparaître plus tard. Par exemple, quand une femme ou un homme font un acte qui est honteux, que ce soit honteux au niveau de la religion, honteux au niveau de la société, quelque chose de pas bien. Et donc quand il va faire cette chose-là, à ce moment-là, la blessure va se réveiller en force. Donc moi j'ai eu le cas d'une dame, d'une jeune femme qui a avorté en fait par nécessité. Donc c'était vraiment un avortement médical. Mais elle, dans sa relation avec Dieu, elle avait un problème par rapport à ça, même si c'était ordonné par le médecin. Et ça a réveillé sa blessure d'humiliation. C'est une jeune femme qui a pris énormément de poids, qui avait toujours honte d'elle, et c'est là où vous allez les remarquer. C'est des personnes qui ont de l'autodérision. Elles vont toujours rigoler d'elles-mêmes. Oui. Et ça fait rire la galerie. Oui. Hein? Oui.
D'ailleurs, je pense à un ami, non, parce que je pense à un ami, il le fait souvent. Il a, on va dire, un excès de poids et il essaye de nous faire rigoler. Je lui dis, ça me fait pas rire. Eh ben, c'est exactement, Manel, ce qu'il faut faire pour aider ces personnes à sortir de leurs blessures d'humiliation. C'est vraiment ça. Il ne faut pas rire de leurs blagues, il faut leur dire que ça ne te fait pas rire. Et en fait, c'est aussi des personnes qui se tachent beaucoup les vêtements. Vous allez voir, à chaque fois qu'elles vont manger, automatiquement, il y a des taches sur les vêtements. Elles vont tacher leurs vêtements. Donc, et elles vont rigoler, hein, du fait qu'elles se tachent. Ces personnes-là, quand elles rient d'elles-mêmes, il faut pas rire, en fait. Il faut leur dire non. Je n'accepte pas que tu rigoles comme ça de toi. En tout cas, ça me fait pas rire. Et là, en fait, vous allez les renvoyer à eux-mêmes et ça va être une possibilité de les aider à sortir de cette blessure d'humiliation. Et je sais pas si vous l'avez, excusez-moi, je vous coupe, Bouchra, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des humoristes carrément qui en ont fait leur métier, fait rire les autres de leur trait physique, de leur poids. Et je vois aussi sur certains plateaux télé que les présentateurs, le public, on rit. Et je trouve ça désolant. On n'en parle pas assez de ces blessures, on n'en parle pas assez. Il faut vraiment une vraie conscience. Vous avez parlé aussi, par exemple, des enfants. Vous avez parlé quand on commence à par exemple, changer les couches des bébés. Pas que l'humilier, mais des fois rien que dans le regard, lui montrer qu'on est dégoûté de lui changer ses couches, c'est déjà un acte d'humiliation, Bouchra. Tout à fait, c'est vraiment la honte. Donc, c'est le comportement de la honte. Et d'ailleurs, le masque, c'est-à-dire le comportement qu'on adopte pour la blessure de l'humiliation, c'est un masque qu'on appelle masochiste. Ça veut dire quelqu'un qui se fait du mal. Donc, de toute manière, il va se faire du mal. Alors, autant c'est quelqu'un, dans son côté positif de la blessure, c'est quelqu'un qui est très serviable. C'est quelqu'un qui dépasse ses limites. Vous l'appelez à 5 heures du matin, il va venir vous aider. C'est quelqu'un qui va vraiment donner énormément de lui pour aider l'autre, jusqu'à dépasser ses limites. Et c'est des personnes qui sont très souvent dépressives. Donc, voilà, dans la blessure de l'humiliation, il y a des degrés, comme dans toutes les blessures. On peut très bien vivre avec. Il y a des personnes qui vivent très bien avec leur poids, qui vivent très bien avec l'autodérision et qui sont vraiment, quand elles sont chez elles, heureuses. Mais les autres personnes, est-ce que elles sont seules, elles sont heureuses? Et si elles ne sont pas heureuses quand elles sont seules, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre et qu'il faut travailler le côté négatif de la blessure de l'humiliation. Et donc, c'est des personnes qui sont tellement adorables. Moi, je les appelle des gros nounours. Oui. Et c'est vraiment des personnes qui sont tellement adorables que parfois elles se font très souvent, elles se font énormément de mal à ne pas s'écouter et à avoir honte d'elles-mêmes. Oui. C'est horrible d'avoir honte de soi. C'est horrible. Et on le traduit par l'autodérision, comme vous avez dit, Bouchra. Ouais, on va passer, Bouchra, à la trahison, la blessure de la trahison. Est-ce qu'on peut parler déjà, s'il vous plaît, Bouchra, l'origine de cette blessure? L'origine de la blessure, c'est une trahison avec le parent du sexe opposé. Donc, pour une fille, c'est avec son père. Pour un garçon, c'est avec sa maman. Elle apparaît dans les environs de 3-4 ans, plus ou moins. Il y en a qui disent 4-5 ans, il y en a qui disent 2-4 ans. Donc, on va prendre la moyenne, 3-4 ans. C'est une trahison, c'est-à-dire qu'on s'est senti trahi dans la relation. Ça peut être un fait banal dans l'enfance. Et cette trahison, ça peut être le fait que le parent a menti, ça peut être que elle s'attendait ou il s'attendait à quelque chose et puis il a trahi, ça peut être c'est vraiment très c'est difficile de trouver le fait parce que c'est pas un fait particulier, ça peut être pour des enfants où les parents ont divorcé. Donc tu m'as trahi. Donc là, il y a souvent l'abandon va avec la trahison. Donc tu m'as trahi, tu n'es pas resté avec moi, t'es pas resté avec maman ou t'es pas resté avec papa. Ça peut être le fait que papa ou maman trompe le partenaire. Donc c'est vraiment de la trahison. Comme elle est vécue comme de la trahison. Vous allez trouver ces personnes. Ça peut être aussi dans l'environnement familial, où l'enfant se sent trahi
dans sa position. D'accord. Bouchra, ouais. J'ai aussi attendu le bon moment pour vous poser cette question. Alors, c'est une femme, je ne citerai pas non plus le nom. Elle parle de son mari, pour résumer. Il est intolérant, il a souvent recours à la violence. Il dit, il peut par exemple casser des choses à la maison. Il a besoin de tout contrôler. Je ne peux rien faire sans lui demander sa permission. Et il y a une phrase qui m'a vraiment interpellée, Bouchra. Elle dit, il se permet des choses qu'il ne me permet pas à moi. C'est-à-dire que par exemple, il peut mentir, mais s'il découvre que j'ai menti parce que j'ai justement peur de ses réactions, il va tout casser à la maison. Ouais, alors exactement, c'est clairement une belle blessure de trahison avec beaucoup de déséquilibre dans le sens où il n'arrive pas du tout à contrôler sa blessure. La blessure de la trahison, elle va se traduire par quelqu'un d'impulsif. Il va démarrer au quart de tour et son masque c'est quelqu'un de contrôlant. Tant qu'il contrôle, il va bien. Une fois qu'il contrôle plus, ça va pas bien. Donc, il pète un câble. Quand vous voyez des personnes qui pètent un câble, qui perdent les pédales, c'est quelqu'un qui a la blessure de la trahison. C'est une personne qui va justement trahir. Et c'est ça qui est marrant, c'est dans les blessures. Autant on a peur d'être trahi, parce que la blessure de la trahison, c'est la peur de la trahison. Autant on va trahir. Donc, on peut mentir. Pourquoi quelqu'un qui a la blessure de la trahison va mentir, ou va faire les choses que lui interdit? C'est parce qu'il a tellement peur, il est tellement dans l'engagement, tellement dans la peur de la trahison qu'il va lui-même trahir avant d'être trahi. C'est-à-dire, il va trahir ses engagements. C'est des personnes, la blessure de la trahison, c'est des personnes qui se font tromper, donc qui sont trompées dans la relation de couple, ou alors ils attirent beaucoup les personnes qui peuvent le trahir. C'est marrant. Les infidèles, ils peuvent attirer des personnes infidèles? Voilà, c'est ça en fait. Quand on est dans la blessure de la trahison, on attire des personnes infidèles. Et autant on peut être aussi infidèle. La personne qui a la blessure de la trahison peut aussi être infidèle. C'est un peu je vais trahir avant d'être trahi. C'est un peu ça. La blessure de la trahison, c'est des personnes dans le côté positif, c'est les personnes qui ont beaucoup d'engagement, qui sont toujours là pour vous, qui vont contrôler, qui vont gérer les choses. Quand vous lui donnez une tâche à gérer, il va le faire super bien. Il va le faire très bien, il va contrôler, il va gérer, mais dans le sens où il prend trop d'engagement, il va être client au burn-out. C'est des personnes qui font des burn-out au niveau professionnel parce que quand le chef lui dit tu fais ça, il dit oui, il dit oui à tout. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il est impulsif? Pourquoi est-ce qu'il réagit de cette manière-là? C'est des personnes souvent très agressives. C'est parce qu'il a peur d'être face à ses émotions. Pour lui, faire face à ses émotions, c'est sa plus grande peur. Il peut pas, il n'arrive pas. Il n'arrive vraiment pas. Bouchra, j'ai une question hyper intéressante de Mina. Donc, elle parle quel lien entre la blessure de la trahison et le pervers narcissique? La blessure de la trahison, c'est quelqu'un qui a besoin d'être pour l'aider. Il a besoin d'être reconnu, d'être rassuré. Par exemple, pour un homme, il a besoin de dire oh waouh, t'es un homme, t'es génial, t'es magnifique, t'es si, voilà. Mais en fait, là où il y a elle est intéressante cette question, parce que là où il y a déviation, c'est quand il a trop besoin de retour positif et de reconnaissance, il devient narcissique. Donc c'est l'extrême. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Donc dans le sens où tellement qu'il a besoin de reconnaissance, tellement il a besoin qu'on lui dise bravo, c'est bien ce que tu as fait. Donc là on est dans l'accompagnement. Donc quelqu'un qui a la blessure de la trahison, il a besoin de reconnaissance. Il a besoin qu'on lui dise bravo pour se sentir tranquillisé, apaisé. Mais une fois que cette demande devient excessive, dans le sens où il n'a plus envie d'aider l'autre, il n'a plus envie d'être là pour l'autre, il devient narcissique. Et le narcissisme, il peut se développer jusqu'à devenir, il y a des pervers narcissiques qui arrivent à des stades vraiment pathologiques. Vraiment, on est dans la pathologie. Bouchra, est-ce que vous êtes d'accord de faire une émission sur le pervers narcissique?
Oh oui. Oh oui. Parce que je crois que c'est 80% de ma clientèle qui sont victimes des pervers narcissiques. Ah, Et comme je dis toujours aux gens qui viennent chez moi, on peut ça c'est ma position thérapeutique. On peut pas changer un pervers narcissique. D'ailleurs, pour lui, il a pas de problème. Donc, on va travailler sur la personne victime du pervers narcissique. et on a des c'est fois, là où on a c'est envie de intéressant. se venger, on a envie de le changer, on a envie qu'il prenne conscience. Il y a beaucoup. On va pas brûler le sujet, mais on doit absolument faire une Non, 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 émission non. sur le Faut pervers absolument le narcissique. faire. Bouchra, cette auditrice qui parlait de son mari intolérant, qui contrôle tout, qui se permet des choses, qui lui interdit tout, Oui. elle dit que faire? Comment puis-je l'aider? Bah justement, il a besoin d'entendre qu'il est fort, il a besoin d'entendre que c'est un homme, qu'il a cette énergie masculine est bien, parce que quand il est dans sa blessure, il se sent agressé. Alors, quand il est dans sa blessure, c'est quand il est agressif. Pour parler à quelqu'un qui a la blessure de la trahison, il faut le faire déjà tout seul, pas devant quelqu'un, vraiment à part, et quand il n'est pas dans sa blessure. Donc quand il est au calme, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'avoir confiance en lui, il a besoin qu'on lui montre qu'on a confiance en lui. Et comme je dis tout le temps, c'est très compliqué la blessure de la trahison, surtout quand on réagit. En fait, c'est des personnes avec lesquelles il ne faut pas réagir. Sur le moment, il faut laisser passer le truc et après, il est capable d'entendre. Et il a peur d'être face à ses émotions. Alors moi, quelqu'un comme là, elle me le décrit, il a besoin d'être accompagné. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de très fort en lui. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas. Oui. Et malheureusement, je vais en parler parce que voilà, comme tu sais, Manel, moi j'ai pas de tabou. D'accord. Il y a des parents, on va prendre ici le cas d'un enfant avec son père. Il y a des parents qui trompent donc le papa trompe la maman. Oui. Ok. L'enfant a 2 ans, 3 ans. Il ne sait pas c'est quoi tromper. Par contre, son inconscient sait c'est quoi. Et donc il encode l'information. Donc papa a trahi maman, maman a trahi papa. Il encode l'information. Et la blessure de la trahison se greffe dans son inconscient, alors qu'il ne sait même pas, peut-être qu'il va même pas savoir cet effet, cet événement, il va même pas avoir connaissance de cet événement dans la relation de ses parents. Et donc, en recherchant, je demande aux gens de demander à maman, à papa, quand ils sont adultes, est-ce qu'il y a eu à un moment un problème de couple entre les parents? Et là, on va trouver effectivement, il y a eu trahison à un moment donné, qui a fait que l'enfant a développé la blessure de la trahison. Et donc, c'est quelque chose de très lourd à porter pour un enfant, de manière inconsciente. Et la colère de son mari, peut-être elle est due à l'enfance, peut-être elle est due à une histoire qu'il a vécue, où il a été trahi dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, dans une relation fraternelle. Et cette blessure, elle a tellement été forte, tellement été profonde, qu'il n'arrive pas du tout à la gérer. Et donc, quand les réactions sont trop négatives, je le dis toujours et je vais le répéter, il faut nettoyer. Il faut se faire accompagner. Et c'est en tout cas, moi, c'est ce que je fais avec les personnes. Et c'est vrai que ça marche très, très bien. Ça fonctionne très bien. Alors, Voilà. Bouchra, si vous permettez, donc j'ai Zouhir qui se reconnaît dans la blessure de la trahison, d'accord, mais il dit, moi j'ai plutôt vécu la trahison pendant mon adolescence, pas pendant l'enfance. Est-ce que c'est possible, oui, voilà, est-ce que c'est possible, Bouchra, que nos blessures, on les développe ou on les active pendant l'adolescence et non pas l'enfance? Elle se réactive. Dans l'enfance, on n'est pas. Vous avez déjà vu un enfant qui, voilà. Et c'est vraiment, c'est à partir de l'adolescence qu'elles vont s'activer, qu'elles vont vraiment s'activer. Donc le fait d'avoir une base qui est la blessure de la trahison, elle va s'activer à un moment donné où il va y avoir trahison. Donc, c'est à un moment donné où on est conscient, où on commence à vivre des relations indépendantes de nos parents. Rares sont les personnes qui vont se rappeler, étant enfant, avoir été impulsif, avoir été. C'est très rare. C'est vraiment quand on commence à avoir cette conscience individuelle et autonome. Donc, le fait d'avoir été trahi, c'est parce que la blessure de la trahison était là, et donc elle a été réactivée. Après, l'objectif, c'est pas de faire
comment dire, un procès aux parents. Hein. On n'est pas là effectivement. Pour ça. Mais et on a parlé aussi, permettez-moi Bouchra, on a parlé aussi de perception, parce que des fois, on l'a dit la dernière fois. Est-ce que vous pouvez réexpliquer? Ça, c'est important, Bouchra. Oui, c'est important. Alors, quand on parle de blessure, trahison, abandon, injustice, on parle de perception. J'avais donné l'exemple de l'abandon. Quand papa, qui travaillait de 9h à 17h, du jour au lendemain, change de travail et commence à rentrer à 23h, quand moi, petite fille, je suis au lit, je me sens abandonnée. C'est une perception. Il n'a pas abandonné sa fille, mais il a simplement plus de travail, mais l'enfant a perçu ça comme un abandon. Donc, la trahison, c'est aussi une perception. L'injustice, c'est une perception. Donc, la perception, elle est peut-être pas vraie. L'effet de trahison ou d'abandon ou d'humiliation n'est peut-être pas vrai, mais c'est une perception. Et c'est pour ça qu'on parle, que moi je fais du nettoyage neuro-émotionnel, c'est parce qu'on nettoie ces perceptions-là qui sont à l'origine de nos comportements, on va dire négatifs, ou en tout cas incommodants. Voilà. Oui, et justement, j'insiste parce que Bouchra, on le rappelle ici souvent, comment on fait des rappels, comment se comporter avec les enfants, mais ce n'est en aucun cas pour culpabiliser les parents ou voilà. Bouchra, on arrive déjà à la fin de cette émission. Il nous reste encore, oui, c'est un sujet interminable, je sais. Il nous reste la blessure de l'injustice. Il nous reste aussi comment déterminer les blessures qui prédominent chez nous. Vous allez nous expliquer dans des exercices, voilà, à faire aussi pour nous. Est-ce qu'on peut parler de guérison, Bouchra? Moi, j'ai envie de parler d'équilibre. D'équilibre, c'est très important. Donc, c'est ce qu'on va traiter la prochaine émission. Et j'ai Salima qui dit « Je rigole encore, Manel, avec ton problème de SEH. » Donc voilà, je vais faire des exercices, Bouchra. Si vous avez des exercices pour moi, n'hésitez pas. Avec la respiration, avec la cohérence cardiaque, tu peux y arriver. Et dire, Bouchra, que j'ai pris des cours de diction pour essayer de m'en débarrasser, mais ça me... Ouais, peut-être que c'est simplement un trait de caractère, on va dire. C'est moi, voilà. Une particularité de Manel. J'en rigole, c'est déjà ça. Très bien. Bouchra, je vous remercie infiniment. Merci, encore Manel. une fois, un très grand merci. J'apprends beaucoup avec vous, Bouchra. Moi aussi, merci. Merci à nos beaucoup, auditeurs. Manel. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.